Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 19 février 2020. Nous sommes à jour J-3 pour le premier tour d'élection présidentielle fixé au 22 février. Et nous sommes à jour J-1 pour la fin de la campagne électorale. Sujet qui sera le plat de résistance au menu du club de la presse de ce jour. Mais il y aura également des questions de santé et certainement des questions de proximité. Michel Kokou, Vitogbe Tomega et Géraud Dakoucha à la technique avec trois invités déjà autour de nous. Je procède dans l'ordre de leur arrivée au studio. Donatien Awesso, bonjour. Bonjour Cès, bonjour au plateau et à tous ceux qui nous suivent sur Canal FM. Donatien Awesso, un jeune frère, jeune confrère également à 16h sur une radio de la place, Radio Carré Jeune vers Radio de Gomé, mais enseignant aussi que nous invitons de temps en temps pour avoir un regard un peu extérieur, regard de l'observateur pédagogue sur l'actualité nationale donatien. Bien sûr, et c'est avec consternation que nous voyons certaines choses qui se passent actuellement dans cette période de campagne où on emballe même les élèves qui ne connaissent ni la dame ni d'Ève de ceci, et on ne sait même pas ce qu'on leur inculque pour le futur, on en parlera. Nous en parlerons bien volontiers avec le confrère Abbas Issaka, jaloux pour les intimes, même s'il n'a plus aucun acquis. Abbas, bonjour. Il y a plein d'acquis, c'est pour cela que les gens sont toujours jaloux de mes acquis. J'ai dit bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à notre ami commun, le brigadier Yamba Yamba, qui, certainement comme les autres forces de sécurité, forces de l'ordre et forces de défense, est parti mettre le bulletin de vote comme c'est les militaires et les forces de l'ordre qui votent aujourd'hui. Merci. Notre ami commun, mascotte, Yamba, affecté à Kanté, qui travaille sûrement pour la FOSEP et qui devrait voter aujourd'hui par anticipation. Troisième invité, Sylvestre Béni du journal La Manchette. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci. Nous pourrions avoir un, voire deux autres invités, mais commençons. Nous avons salué mascotte Yamba à Kanté, mais redescendons ici à Lomé, au quartier Soviépé, pour également adresser nos salutations amicales et fraternelles à un frère et à un ami, Eric Calipé. Il est directeur de graphique imprimerie. Un frère et un ami, Eric, si vous nous suivez, et vos collaborateurs, vous savez, le salut du club de la presse. Et nous enchaînons en même temps avec la pensée du jour. Aujourd'hui, nous partageons avec vous ce proverbe français qui dit, Donatien, c'est un proverbe français qui dit que si tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient, la terre brillerait comme un soleil. Si tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient véritablement, la terre brillerait comme un soleil. Oui, c'est un idéal à atteindre et cela, il va un peu dans le même sillage que ce que Martin Luther King a dit, que nous ne nous connaissons pas parce que nous ne nous parlons pas. Il faudrait que nous puissions nous parler entre nous. On est condamné à vivre ensemble, quoi qu'il en soit. Celui qui veut pas qu'on le touche, il va pas au marché. Donc nous sommes sur la terre, nous sommes condamnés à vivre parce que lorsque quelqu'un tombe tout de suite, on ne sait pas qui pourra remorquer cette personne pour l'hôpital. Donc l'amour est la chose la mieux partagée entre nous tous. Et si on pouvait comprendre ça sur la terre de nos aïeux, les choses que nous voyons ces dernières années n'auraient pas droit au changement. Merci. Vous nous reprenez la citation de Martin Luther King. Oui, Martin Luther King qui dit nous ne nous parlons pas parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas parce que nous ne nous aimons pas. Merci. Nous ne nous connaissons pas parce que nous ne nous parlons pas. Nous ne nous parlons pas parce que nous ne nous connaissons pas. Et ce que les Français résument, si tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient, la terre brillerait comme un soleil. Je puis vous assurer que nous nous connaissons au studio bleu de Canal FM. Nous nous parlons, nous nous aimons et notre studio brille à sa façon comme un petit soleil. C'est pas Gadiel Tchonyadji qui va nous démentir. Gadiel, bonjour.
Ça, c'est bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices. Auditrices, bien sûr. Merci. Nous commençons cette émission dans la bonne humeur. Nous saluons un ami, Eric Kalépé à Lomé ici, mascotte Moussi Yamba à Kanté. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui nous suivez, vous qui allez réagir tantôt sur le coup de midi. Nos deux numéros n'ont pas changé, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Et le plateau est au complet avec Fabrice Patom Pekezi, le confrère du journal Le Libéral qui vient de boucler la boucle. Fabrice, bonjour. Bonjour à Tassas et bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices. Bien évidemment. Merci, à commencer par votre épouse et vos filles. Mais continuez avec la bonne humeur et le savoir-vivre ensemble. C'est ce que nous partage avec nous Santé Éducation qui écrit la page 2. Savoir-vivre et interagir en société est bénéfique pour la santé. Un petit article que j'ai bien aimé, Gadiel, quand vous écrivez que si nous avons la capacité à communiquer facilement et de manière appropriée avec autrui, si nous sommes disposés à nous soutenir les uns les autres, à savoir gérer à bon escient nos désaccords, ces facteurs-là jouent un rôle bénéfique sur notre santé. Exactement. Vous savez, l'homme est un être social, hein, et il ne peut pas être autrement. La solitude tue le corps humain. Et plusieurs études ont prouvé que quand on est dans la solitude, on développe des vices. L'alcool, la drogue, les mauvaises idées, voilà. Surtout quand on va sur Internet et aller voir ce qu'on essaie de chercher. Et puis la solitude aussi conduit au surpoids, l'obésité et aux maladies cardiovasculaires. Donc ce n'est pas du tout bien pour la santé. Or, quand on mène une relation sociale, on a des amis, on a un cercle familial dans lequel on est actif, ou bien on est dans une association humanitaire, ou bien on est engagé dans son église à agir, à faire des activités. On vit cette communion fraternelle et donc tout homme doit vivre en société, mener des relations avec les uns les autres et cela contribue à avoir une bonne santé. Merci. Ceux qui ont la capacité de communiquer facilement et de manière appropriée avec autrui, ceux qui sont disposés à se soutenir mutuellement, à savoir gérer à bon escient les désaccords qui surviendraient, tout ceux-là, ce sont des candidats à une meilleure santé. À contrario, les personnes qui sont en déficit de ces compétences sont plus stressées, se sentent plus seules et sont moins en bonne santé, aussi bien sur le plan physique et mental. Et ne pensez pas vous réfugier avec les réseaux sociaux ou avec la télé, surtout les jeunes. Il vaut mieux plutôt que nous soyons disposés à vivre ensemble et à communiquer positivement. Le même optimisme agit sur notre santé. Gadiel, vous écrivez que quand nous allons au lit, dans un état d'optimisme, nous avons des chances de bien dormir. Mais ça, c'est un cas que tout le monde doit bien connaître. Quand vous passez une dure journée, hein, peut-être que vous vouliez quelque chose pendant la journée, mais qui n'est pas arrivé, ou bien les événements de la journée vous ont tellement sonné. Ben, quand vous arrivez sur le lit, vous savez, le lit, c'est un lieu sacré. Quand vous commencez par ressasser de mauvaises idées et vous commencez par développer le pessimisme, cela agit sur l'organe ou bien la sécrétion qui conduit au sommeil, surtout au bon sommeil. Donc, très souvent, quand on va au lit avec le pessimisme, avec des idées dans la tête, de mauvaises idées dans la tête, on n'arrive pas à retrouver le sommeil. Mais ceux qui sont optimistes, hein, ceux qui vont sur le lit, qui se disent bien, ou bien même qui prient, qui remercient Dieu pour cette bonne journée et qui remettent tout dans la main de Dieu, leur sommeil et tout, qui sont optimistes et retrouvent un bon sommeil. Merci. Aller au lit dans un état d'optimisme. Hier, je ne sais plus c'est hier ou bien ce matin, je suivais sur RFI un conseil. Nous devrions éteindre les écrans de nos ordinateurs, de nos tablettes et de notre téléphone 1 heure avant d'aller au lit. Et ainsi, on aura un meilleur sommeil. Sylvestre Béni, éteindre son ordinateur, sa tablette et même son téléphone 1 heure avant d'aller au lit.
Oui, c'est important. C'est important, mais aujourd'hui, avec l'avènement de WhatsApp, surtout pour nous les journalistes, on est tentés donc de voir les dernières infos avant donc d'aller au lit. Donc, je crois que ce sera un peu compliqué pour nous. C'est compliqué, mais vous allez faire un effort, d'autant plus que Fabrice, j'ai des plaintes de vos épouses, vous les journalistes. Pendant que madame attend au lit, vous restez accrochés pendant longtemps à l'ordinateur. Ça, elle peut comprendre que vous travaillez. Mais quand vous venez même, vous vous asseyez sur le lit à côté de madame et que vous continuez à faire les réseaux sociaux pendant que madame dort, vous l'incommodez, Fabrice. Oui, c'est vrai, c'est vrai que parfois c'est des actes que nous posons de façon inaperçue. Je crois que à un moment donné, il faut planifier un peu son programme, c'est tout. Il y a un temps pour tout et éviter de faire la même chose tout le temps, autant de ne pas accorder. Ce n'est pas seulement madame, parfois les enfants. Aujourd'hui, il y a très peu de parents qui connaissent l'écriture de leurs enfants à l'école. Et donc, c'est un peu lié à cela, c'est-à-dire que l'attention qu'on devrait porter à madame et aux enfants, il n'est pas là, il est un peu remplacé par ces outils-là que nous avons sous la main. Il faut faire l'effort de redevenir humain. Merci. Je me rappelle encore cette émission, je ne sais plus si c'était sur RFI, je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, cette émission qui condamnait ce que l'émission, l'invité appelait une solution de facilité. Il y a des parents qui trouvent la facilité d'offrir la télé à leurs enfants, l'ordinateur, la tablette, et comme ça, pour se dédouaner, ils ne trouvent plus le temps de partager avec leurs enfants, surveiller leurs devoirs, causer avec les enfants, sortir avec eux, s'amuser. La voie de facilité, c'est leur offrir un poste télé, une tablette, et alors que ça peut agir très négativement sur la santé des enfants. Abbas, si vous êtes dans ce cas-là, convertissez-vous en même temps. Je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas dans ce cas. Heureusement, je ne suis pas dans ce cas. Avoir la connexion à la maison. Avoir la connexion à la maison. Voilà, là, ça devient notre monde. Quand on a la connexion à la maison, si vous ne savez pas gérer cette connexion, c'est tout le monde est dans son coin en train de naviguer sur les réseaux sociaux, donc il n'y a plus la vie familiale. Et ça me rappelle aussi une pièce de théâtre. Les enfants. Oui, ça me rappelle une pièce de théâtre qu'on a joué au lycée, Les époux célibataires. Les époux célibataires, chacun vit dans son coin, sans contact avec les autres. Mais revenons à cet autre article, des conseils pratiques pour les visiteurs des malades dans les hôpitaux. Un article vraiment que je me permets de nous recommander à nous tous. Alors, si nous devons rendre visite à un parent, à un voisin à l'hôpital, quel comportement devons-nous adopter? Gadiel. Bon, il y a plusieurs faits sur lesquels on est revenu au niveau de cet article, mais je peux doiter deux. Il faut qu'on sache que l'hôpital, c'est un coin assez spécial. On traite les patients où on amène des maladies. Il y a des maladies qui peuvent être contagieuses. Est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose qu'on appelle dans les hôpitaux les infections nosocomiales. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un hôpital, soyez sûr que vous allez repartir avec des microbes. Est-ce que vous voyez? Surtout dans nos hôpitaux où l'entretien n'est pas vraiment ça. Donc, quand on vient à l'hôpital, faut prendre des précautions. Quand on ressort, il faut vraiment aller se laver les mains avec du savon et tout, voilà. Savoir qu'on a quitté un lieu qui peut nous amener des infections et puis voilà, faire l'hygiène. Et puis, très souvent, quand on va à l'hôpital, vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent avec toute la famille, même les enfants. Et c'est encore grave parce que quand on arrive avec les enfants, très souvent les enfants aussi sont abandonnés à eux-mêmes et l'enfant circule, il plonge les mains un peu partout. Et il peut mettre le doigt dans la bouche, dans le nez, et cela peut conduire à une infection. Donc, il y a plusieurs conseils qu'on donne aux visiteurs ou bien aux accompagnants. Quand on arrive à l'hôpital, il faut prendre des précautions. Ces conseils n'existent pas vraiment dans les hôpitaux, mais il faut de temps en temps communiquer sur cela. L'hôpital n'est pas l'endroit idéal pour les enfants. Nous devons renforcer l'hygiène quand nous sommes aux côtés de nos parents à l'hôpital et nous devons savoir parler à voix basse. Oui, surtout, vous savez, ça c'est, je pense que tout le monde a vécu ça. Il y a certaines personnes, quand elles arrivent au niveau de leurs patients, c'est tout un marché qui s'anime. Or, il y a plusieurs lits avec des patients qui sont là, donc ce n'est pas du tout décent. Il faut savoir que dans certains hôpitaux, quand vous allez, le silence est imposé.
On écrit même, il y a des écriteaux, même des panneaux qui le disent. Silence. Donc, il faut savoir parler. C'est vrai qu'on vient avec une ambiance pour donner beaucoup de soutien aux patients, mais il ne faut pas que cela se fasse dans le marché, quoi. Fabrice, à ce niveau-là, et souvent dans les hôpitaux, on écrit les heures de visite. Mais combien sommes-nous à respecter les heures de ces visites-là quand nous voulons aller soutenir un peu nos parents malades? Oui, on ne respecte pas ces heures-là. Et surtout, même s'agissant de la visite, je crois que c'est un problème culturel, surtout chez nous, qu'il faut peut-être rectifier. Gadiel a parlé de l'intérêt des visiteurs, notamment avec quelques maladies qu'ils peuvent repartir avec. Mais il y a aussi l'intérêt du malade lui-même, celui qu'on visite. Est-ce que c'est vraiment bienséant de rendre visite à quelqu'un qui est malade sur son lit d'hôpital? D'abord, vous ne savez pas dans quel état il est. Et puis, mais ce n'est pas la faute au visiteur, parce que dans nos cultures, vous allez voir, lorsque le malade va se relever, il a en tête tous ceux qui l'ont rendu visite. Et il dira tout simplement, mais lui, c'est mon meilleur ami, mais j'ai été malade, il n'a fait qu'appeler, peut-être qu'il a envoyé seulement l'argent. Il n'est même pas venu me rendre visite sur mon lit d'hôpital. Alors maintenant, est-ce qu'en réalité, parce que sous d'autres cieux, en réalité, il n'y a pas de visite, hein. Vous visitez pour faire quoi? Vous êtes médecin? Vous n'êtes pas médecin. Donc, en réalité, vous n'ajoutez rien. Mais nous avons une culture où on a l'impression que le meilleur ami, celui qui t'aime le plus, c'est celui qui te rend visite quand tu es sur le lit d'hôpital. Et donc, ça fait que, naturellement, les gens bousculent, puisque les gens ont des heures de service qui ne leur permettent pas peut-être de sortir. Et ils sont obligés parfois même de venir corrompre même le surveillant de l'hôpital pour bousculer et rentrer juste peut-être rester pour qu'on le voit que lui aussi il est venu vous rendre. Je crois que Fabrice, et des gens vont jusqu'à quand ils vont et que le malade dort, il se permet même de le réveiller. Il faut qu'on le voie, sinon à la fin c'est un problème. Vous n'êtes pas venu, tu vois, c'est un problème un peu culturel chez nous qu'il faut peut-être avec beaucoup plus de sensibilisation dire que vous rendre visite. Parfois vous vous retrouvez dans une situation pratiquement intime où en réalité vous n'avez pas besoin qu'on vous voit dans cette position-là, dans cette situation-là. Mais comme il faut que tout le monde vous rende visite. Bon, tout le monde viendra et c'est bien la solidarité togolaise, africaine, mais Gadiel, tout le mérite de l'article, c'est dire que le malade a besoin de repos pour mieux guérir. Tout à fait. Et puis, vous savez, il y a certains malades, les médecins ne permettent pas des visites. Ça dépend de la maladie. Vous ne pouvez pas visiter le malade. Il y a des visites qui sont interdites. Et puis, ça dépend de l'état de la personne. À un moment donné, on dit on ne peut pas recevoir de visite, peut-être les parents ou bien un parent. Donc, il y a quand même des interdits qui se font. Mais la plupart du temps, comme Fabrice l'a dit, on y va pour se faire voir. Mais il y a quand même cette solidarité. Ou bien, même au côté religieux, on nous demande quand même d'aller visiter des malades, de prier pour les malades, c'est aussi important. Eh bien, savoir concilier tout ça, l'essentiel, c'est que le malade guérisse rapidement et revienne à la maison. Et comme ça, on pourra lui témoigner notre solidarité comme nous voulons. On n'a plus beaucoup de temps, mais évoquer justement ces recettes que vous nous donnez pour traiter les angines et autres maux de gorge avec des huiles essentielles. On va trouver ça à la page 6. Vous nous parlez même des glaires. Comment se débarrasser des glaires dans la gorge? D'abord, c'est quoi une glaire? Bon, une glaire, c'est une sécrétion qui a un aspect visqueux. C'est des mucus. Hein? Quand, par exemple, on a la toux, on sent que c'est comme de la boue dans la gorge, bien même dans le nez. Et très souvent, l'organisme sécrète entre 1 à 2 litres par jour qu'on avale sans le savoir. Mais quand ça devient plus épais, ça devient... voilà, il y a des douleurs au niveau de la gorge, même un ganglion qui pousse, que ce soit au niveau de la gorge, qu'au niveau de la mâchoire. Donc, il faut faire attention. Et puis, voir aussi la couleur des glaires qui sortent. Et là, nous proposons une recette naturelle pour faire sortir ces glaires, parce que c'est pas facile de les faire sortir. Merci. Voilà. Glaire, G-L-A-I-R-E, utile pour les scolaires. Qu'est-ce que c'est une glaire, ou bien c'est quoi les glaires et comment elles se produisent? S'il y a trop plein, comment s'en débarrasser pour ne pas s'incommoder et incommoder les voisins? C'est un article à la page
5. Et très rapidement aussi, attention, ces maladies qui évoluent en silence, des maladies comme l'ostéoporose, encore le diabète, l'hypertension, les excès de mauvais cholestérol et autres insuffisances rénales. Des articles utiles à lire à la page 4 dans Santé et Éducation qu'on peut avoir juste au prix de 500 francs. 500 francs CFA seulement. Merci. Mais Gadiel Voressé, peut-être que les auditeurs voudraient en savoir davantage sur ces articles de santé. Sans transition, Abbas, Fabrice, Donatien et Sylvestre, nous sommes à jour J-3. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 22 février prochain. Et hier, la CENI a rencontré la presse pour faire le point et présenter les activités qui restent d'ici le 22. Et beaucoup de journaux reviennent sur cette activité. La dépêche qui nous rappelle que la CENI a fait le point du processus électoral hier. Dunia Le Monde aussi le dit à la page 2. Tout est fait prêt pour la présidentielle du 22 février. Et à ce sujet, Dunia nous rappelle que les forces de défense et de sécurité votent aujourd'hui. Ils vont voter dans 264 bureaux de vote issus de 50 centres de santé ouverts sur le territoire national. C'est dans le cadre du vote anticipé. La manchette, Sylvestre Bénin, vous nous rappelez aussi que les hommes en treillis votent par anticipation ce mercredi. Oui, en effet. Donc, c'est en fait dans le chronogramme, dans le déroulé donc, du programme de la CENI. Donc, ils vont voter 72 heures avant, je crois. Donc, avant le 22. Donc, selon les dispositions donc, de l'article 117. Voilà, donc sauf que s'il faut mettre peut-être un commentaire, oui, allez-y, moi, le commentaire. je me dis que je ne sais pas pourquoi le gouvernement ou l'État togolais en fait une obligation que les forces de l'ordre votent avant les civils, parce que lorsque vous prenez du moins les dispositions donc de l'article 117, l'article est clair, l'article dit que les membres des forces armées de sécurité peuvent, c'est ce que la loi dit, peuvent voter en cas de besoin par anticipation. Donc, on ne dit pas doivent voter. Donc, en réalité, il n'y a pas obligation à ce que ils votent par anticipation. Mais bon, c'est comme si ça rentre petitement dans les mœurs et que ils votent avant nous. Mais bon, alors que, tel que je l'ai dit, la loi n'en fait pas obligation. Merci. Donc, les corps habillés, les hommes en treillis, comme la manchette l'appelle, votent aujourd'hui. Mais il y a déjà quelques jours, la CENI a fait diffuser un communiqué que les urnes dans lesquelles les corps habillés vont voter aujourd'hui, ou bien votent aujourd'hui, ces urnes resteront scellées et ne seront transportées de nouveau dans les bureaux de vote ouvertes et avec le dépouillement. Donc, quand les urnes des corps habillés seront ouvertes, les bulletins seront mélangés avec le vote général avant le dépouillement. Ça, c'est juste un rappel. Et pour finir avec la CENI hier, le président Tchambakou Ayasso qui a rappelé que la remontée des résultats se fera conformément aux dispositions du code électoral. Donc, pour dire que dans chaque bureau de vote, un procès, d'abord le dépouillement se fera vis-à-vis au vu aussi de tout le monde. Un PV en 2 exemplaires sera établi. Le premier sera envoyé à la CELI, le second à la CENI, ici à Lomé. Et c'est au niveau de chaque CELI, on fait la compilation avant d'être envoyé à Lomé. C'est quelques modalités pratiques que la CENI a communiqué hier. Fabrice, vous avez un commentaire là-dessus? Oui, je voudrais revenir un peu sur le vote des forces armées de sécurité pour dire, comme mon confrère vient de le dire, qu'en fait c'est une disposition du code électoral. Et effectivement, il s'agit d'une possibilité. Bon, maintenant quand on dit peuvent, ça veut dire que vous pouvez ne pas. Mais ça veut dire que vous pouvez aussi. Bon, maintenant le Togo a choisi l'une des possibilités offertes par le code électoral. Et il faut dire que pendant longtemps quand même, la bataille autour des réformes, il faut dire qu'une certaine opposition a toujours voulu
que ce vote-là n'ait pas lieu, qu'on attende pour que tout le monde le fasse pratiquement le même jour. Mais c'est une disposition qui n'a pas été changée. En ce qui concerne les scellés dont vous parlez, c'est toujours le même code dans son article 117 qui prévoit toutes les conditions de sécurité. Je crois que pratiquement toutes les urnes auront 4 scellés, mais les urnes qui seront utilisées pour le vote des forces armées et de sécurité auront un 5e scellé, je crois juste après le vote. Et maintenant, c'est après le vote général, par exemple le 22 février prochain, qu'on procédera effectivement au dépouillement, puisque après ce vote d'aujourd'hui, il n'y aura pas de dépouillement. Et donc, il y a quand même quelques mesures de sécurité, même si ça a l'air de ne pas rassurer certains. Il y a quand même des mesures de sécurité quand même qui sont prises, qui permettent quand même aux gens de se dire qu'il y a une certaine transparence qui se joue à ce niveau. Maintenant, on peut se lancer dans les comparaisons avec d'autres pays pour dire est-ce qu'on vote ailleurs, ceci ou cela. Je crois que chaque pays a sa particularité. Et nous savons un peu, même si on ne le faisait pas, puisque c'est une possibilité offerte par le code électoral, même si on ne le faisait pas par le passé, je crois que cette année, il va falloir le faire parce que nous revenons de certaines situations quand même qui obligent l'État à multiplier des mesures de sécurité, puisque tout le monde n'est pas d'accord pour aller aux urnes. Ça, c'est un élément qui est là. Et les gens l'ont manifesté clairement. Ils ont dit, ils ne croient plus à tout ce qui se fait dans les urnes. Et donc, forcément, est-ce qu'ils ont déjà dit de leur dernier mot? Je crois que prévenir vaut mieux que guérir. Il faut prendre toutes les dispositions. Je rappelle à ce niveau qu'il y a une certaine polémique des candidats comme Agboyome Kodjo et Fabre qui auraient souhaité que les résultats du vote soient proclamés bureau de vote, pas bureau de vote. Mais sur la question, la CENI a quand même rassuré hier que le dépouillement se fera dans le bureau de vote des fermetures, des clôtures du vote. Le dépouillement se fera devant tout le monde et à la fin, chacun des membres du bureau de vote aura copie du procès verbal. Je présume également que les représentants des candidats auront également les copies des PV, lequel procès verbal sera affiché sur le mur du bureau de vote. Donatien, en citoyen, est-ce que cette mesure de transparence du dépouillement, que pensez-vous de cette mesure portant sur la transparence du dépouillement? Oui, en citoyen et en quelqu'un qui a eu à plusieurs reprises à participer à des élections, étant délégué ou bien, etc. On a vu les aléas qu'il y a eu, surtout la récente qui est les élections locales où les procès-verbaux n'ont été amenés qu'à partir de 15h, vers 16h, où certains comme nous, on a dû photocopier, on a dû prendre. Et cette fois-ci, c'est plus des procès-verbaux en calque on pourrait écrire dessus et puis on le verrait en bas. Donc c'est au moins une dizaine à signer et certains ont refusé de signer les procès-verbaux. J'espère que ça ne sera plus cette fois-ci comme cela. Mais cela n'a été que du rappel. C'est pas nouveau ce que le président de la CENI a dit, mais ça dénote clairement de la crise de confiance que nous avons entre nous au Togo. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand les urnes quittent. Personne n'est à côté. On ne sait pas ce qui se passe quand les urnes quittent. Et je peux vous assurer que des urnes ont quitté avec 3 scellés dans ces élections que nous avons eues vous parlez des dernières élections locales. Des dernières élections que nous avons eues j'ai été, je peux dire, au four et au moulin. Donc des urnes ont quitté avec 3 scellés. On dit, bon, il fait nuit, on fait vite. Et on ne sait pas ce qui se passe en chemin. C'est une crise de confiance que les gouvernants doivent essayer de revoir. Si on a confiance mutuellement, on ne peut pas craindre qu'on ne puisse pas ramener les urnes des élections par anticipation le jour de la vraie élection même. Mm-hmm. Donc, c'est simplement que les acteurs politiques puissent redonner cette confiance-là et qui s'imbriquent aussi dans les citoyens, les militants et tout le monde soupçonne l'autre que quand l'urne part, il pourrait se passe quelque chose que seul l'invisible. Merci Abbas. À ce niveau-là, la CENI a l'obligation de nous rassurer par une préparation méthodique que tout le matériel électoral soit sur place et en quantité le jour du scrutin pour qu'on ne constate pas que telle pièce manque
et qu'on aille le chercher pendant que les gens s'impatienteraient déjà. Oui, effectivement. J'espère que la CENI a déjà convoyé le matériel électoral depuis quelques jours dans les lieux et bureaux de vote. Et je pense que c'était la semaine surpassée qu'ils ont fait ça pour éviter que le matériel ne manque dans certains bureaux de vote. Et au fur et à mesure, la CENI procède à des informations, à des communications par rapport à ces activités qu'elle mène. Et comme hier, comme elle a fait avec la conférence de presse pour signaler l'évolution du processus électoral. Quant à ce qui est du vote des forces de l'ordre, de sécurité, de défense et cadre, c'est comme c'est rentré dans la pratique. C'est dans le code électoral, c'est la possibilité de voter. Dans les habitudes. Dans les habitudes, c'est devenu une jurisprudence. C'est rentré dans les habitudes et que c'est en cas de besoin. Et le besoin se fait sentir. Le besoin, c'est la sécurisation du processus électoral, la sécurisation du vote le jour du scrutin. Donc je pense que c'est là le besoin qui se fait sentir quand on demande aux forces de sécurité, de défense et de l'ordre de voter 3 jours avant le scrutin. Donc je pense que le processus évolue. Et quant à ce qui est du code électoral, que l'opposition réclame qu'on fasse bureau de vote, pas bureau de vote, je pense que pour le moment, la CENI ne s'en tient qu'à ce qui est écrit dans le code électoral. Puisque jusqu'à preuve de contraire, rien n'a été changé. Et on ne peut pas aujourd'hui demander de faire autre chose que ce que la loi a mis. Parce que la CENI, quand vous la prenez, elle dit que nous respectons ce qui est écrit dans le code électoral. C'est le test. Merci. Alors, 2 articles qui reviennent un peu sur la problématique des forces de sécurité. Peut-être on comprendrait pourquoi les corps habillés votent par anticipation. C'est Golf Info qui écrit aujourd'hui: sécurité nationale. Dans le nord du Togo, la pression djihadiste reste très forte. Et Golf Info dit ne paraphraser que les propos que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a tenus le lundi 17 février dernier lorsqu'il rendait visite à une antenne sanitaire des forces de sécurité, de défense dans la région nord du Togo. Toujours sur la sécurité, il y a le confrère Fraternité qui fait un peu ce qu'on peut appeler capture d'écran. L'article dit présidentielle 2020, sécurité du président Faure. Alors, Fraternité se demande si le chef de l'État a derrière lui une garde républicaine ou plutôt des gardes politiques. Sur la photo, on peut voir que les éléments de la garde présidentielle arborent des t-shirts et des casquettes à l'effigie du candidat Faure Gnassingbé. Or, ce sont des éléments de la garde présidentielle, justement, qui s'habillent en t-shirt et en casquette du candidat Faure Gnassingbé. Et Fraternité en tire la conclusion que ce comportement lève le voile sur la neutralité théorique de l'armée qu'on dit républicaine, surtout à une époque où le gouvernement tambourine que l'armée est apolitique. Sylvestre Béni, cette capture d'écran du confrère Fraternité devrait vraiment interpeller qu'on ne confonde pas toujours, qu'on ne fasse pas la confusion entre le militant et les éléments républicains qui doivent savoir se comporter de façon neutre en ces moments vraiment sensibles. Oui, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit récemment dans un pays que le fait qu'on ait remis le drapeau togolais à Gbéomé est une provocation et qu'il est choqué. Moi, je dirais que je suis d'autant plus choqué en voyant justement ces gardes-là en t-shirt uni, parce qu'en réalité, ils sont affectés par l'État togolais. Donc, même si, vous savez, chaque force de l'ordre a nécessairement un parti politique, a nécessairement un candidat dans la tête qui ira donc voter le 22, mais l'afficher publiquement, je crois, pour les forces de l'ordre, c'est pas bien, ça n'honore pas le pays. Et puis, moi, je vais au-delà. Regardez la scène que nous avions vue le 7, quand le chef de l'État avait quand même annoncé qu'il va remplir, c'est-à-dire qu'il sera candidat. Vous avez vu que des treillis, c'est-à-dire des forces de l'ordre, ont fait applaudisser en uniforme. Ils applaudissaient le chef de l'État. Ils étaient alignés là et sur
au niveau donc de GT et qu'ils applaudissaient. J'ai vu du moins l'image sur France 24, je me dis que là ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire parce que, en réalité, ils doivent observer la neutralité. C'est pourquoi les gens ont tendance à douter que nous avons que nous n'avons pas une armée et nous n'avons pas, les gens disent clairement que nous n'avons pas une armée républicaine. Voilà des faits, qui confirment aujourd'hui que lorsque le militaire ou le gendarme prend déjà fait et cause pour un candidat, je me dis que le 22, on a vu d'abord, il y a toujours cette appréhension donc des événements du 5 où des policiers ou des militaires volaient les urnes, ne serait-ce que pour un candidat. L'image là est encore dans les têtes. Donc lorsqu'on voit déjà ces choses-là, franchement, je crois que ça ne donne pas une bonne impression. C'est pas une très bonne image. Il faudrait que l'armée reste armée. J'aurais préféré qu'ils soient en treillis. Là, ils sont dans leur rôle. Parce que, à plus forte raison, il est vrai, il y a 5 candidats, mais il demeure pour l'instant le chef de l'État, jusqu'au 22. S'il passe, il continue. S'il ne passe pas, c'est quelqu'un d'autre qui viendra. Donc, eux, ils sont censés être en treillis, mais être en tenue unie. S'exhiber publiquement et tout ça, et je crois que c'est pas bien. Fatalité après ma raison. Merci. Ce scrutin que nous souhaitons, vraiment transparent, qui se passe dans la paix, mais également avec toute la crédibilité. Hier, au cours d'une conférence en fin de journée, le candidat Fabre Jean-Pierre s'est prononcé un peu sur la transparence, la crédibilité du scrutin. Je vous laisse le réécouter. Les élections ne seront pas crédibles, on le sait déjà, puisque tout celui qui doit concourir à la transparence et à l'équité du scrutin, c'est ce que nous avons posé comme revendication, a été balayé. Mais nous y allons, parce que ces élections-là doivent se passer dans une situation de combat. On ne va pas aux élections, après je vais me reposer à la maison. Non. Je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avons subi en tant que parti politique et tout ce que j'ai subi en tant que responsable politique, venant de tous bords. Et c'est parce que nous sommes un parti politique sérieux, travailleur, que nous insistons toujours. On aurait pu voler en éclats, puisque la terre est claire. Vous voyez bien ce qui se passe. Nous sommes tranquilles, sereins et nous travaillons. Nous laissons aux autres la volonté de dire aux autres. Merci Fabrice. Voilà le candidat Fabre qui est revenu un peu sur quelques mésaventures qu'il a vécues au cours de la campagne. Il a réaffirmé sa détermination à maintenir sa candidature jusqu'au jour du scrutin. Oui, bon, sa détermination à maintenir sa candidature, je ne sais pas si quelqu'un l'oblige à la retirer. Non, mais c'est des faits qu'il a croisés sur le terrain qui font partie un peu de ce qu'on peut appeler les incidents au cours d'une campagne électorale. Alors, quel est le degré quel est le degré en ce qui concerne l'importance de ces incidents? Je crois que ça va être relatif à certains niveaux, puisque lorsque Afosep fait son point, il y a certains éléments qui ne mentionnent pas, que les partis politiques mentionnent. Mais le discours, le scrutin n'est pas crédible et tout cela et autres, bon, c'est un vieux discours qui revient à chaque fois. Alors c'est à ce niveau, lui-même tombe dans son propre piège par rapport à ceux qui décident de ne pas aller aux élections. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous décidez à participer à un match où vous estimez que l'arbitre est choisi par votre adversaire et tout cela. Et donc, ce discours-là, je crois que si j'étais son conseiller en communication, je devrais lui dire certaines choses en off. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des leaders politiques qui ont dit, nous ne croyons pas aux élections parce qu'ils ne sont pas crédibles, nous n'allons pas. Et nous voulons utiliser d'autres moyens pour atteindre notre objectif. Maintenant, quand vous décidez d'y aller, on ne sait pas à quoi ça joue. Bon, est-ce que vous y allez pour y aller ou bien c'est pour les 43 millions vous y allez? On ne comprend rien. Parce que si vous estimez que le scrutin n'est pas crédible, transparent et tout cela et que vous n'avez aucune chance de gagner, moi je crois que peut-être un tour au village pour saluer les tantes et les oncles serait plus intéressant que d'y aller. Mais maintenant, quand vous y allez, vous dites que ce n'est pas crédible, alors qu'au même moment, il y a des gens aussi qui disent ça, et ils expliquent que c'est pour ça qu'ils ne vont pas aux élections. Je crois qu'à un moment donné, ce discours politique-là, je ne sais vraiment pas si ça l'arrange. J'aurais pu comprendre que je vais me battre
pour que le scrutin soit crédible, on comprendrait qu'au bout, on se dit qu'on finira par atteindre cet objectif. Mais quand on est un peu dans le style complexe de gribouille, on voit le ciel nuageux, on va se jeter dans la rivière parce qu'on dit qu'il va pleuvoir. Bon, je comprends pas vraiment ce discours politique. Oui, vous, Sylvestre Béni, d'aucuns trouvent également que c'est un discours qui aurait pu conduire à une certaine démotivation de ses sympathisants quand à 3-4 jours du scrutin, le candidat dit que le scrutin n'est pas crédible, mais qu'il y va quand même. Alors, les électeurs se demanderaient, est-ce que ça vaut encore la peine? Voilà. Je crois que j'allais en venir là parce que c'est un discours qui ma foi, ne vient pas au moment opportun. Parce que vous savez, au niveau donc de notre rédaction, nous avons quand même publié le fait que le taux d'abstention croît. Et chaque année, la dernière fois, ça touche ça presque. Non, ça c'est le taux croît. Ça touche. Augmente, voilà. Bon, si vous voulez, croître, voilà. Augmente, voilà. Donc, et ça touche près de 50%. Donc, aujourd'hui, avec ce discours-là, lorsque vous disiez que non, que le scrutin n'est pas crédible et tout ça, bon, si c'est pas crédible, à quoi bon y aller? Les gens vont se poser quand même cette question aussi. Des gens, on sait que bon, il y a rien à espérer. Bon, à quoi bon encore se mettre en rang sous le chaud soleil, et tout ça, et finalement, on sait que bon, ce sera quand même l'éternel retour du même. Donc, je crois que c'est un discours qui devait être beaucoup plus mûri, réfléchi. Mais bon, tout compte fait, ce sont des politiques, nous ne pouvons qu'analyser. Merci, nous enchaînons avec les observateurs nationaux et internationaux. Le Médium nous rappelait déjà hier que la CEDEAO a déployé 50 observateurs de longue durée, dont certains sont déjà arrivés, d'autres vont arriver incessamment. Et le libéral également qui nous rappelait cette information de la Cour constitutionnelle qui va déployer près de 4000 délégués dans les bureaux de vote pour la présidentielle. C'est ce qui est avéré aujourd'hui dans les journaux. Et puis aujourd'hui, nous apprenons ce communiqué de la CENI. Je ne sais pas si vous l'avez. La CENI qui a écrit au directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile, la CNC Togo. Dans ce communiqué, dans cette correspondance, le président de la CENI dit qu'il annule le retrait de l'accréditation pour l'observation qui a été déjà accordée à la CNSC. Parce que le président de la CENI dit que, je cite, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que par des informations qui nous sont parvenues, votre association, c'est-à-dire la CNSC, est en train de s'apprêter à mener une activité d'ingérence dans le processus électoral à des fins ignorées, ce qui est bien contraire à l'objectif pour lequel elle a été accréditée. Voilà, Donatien, la CNSC la CNSC qui se voit retirer l'accréditation d'observation que la CENI lui avait accordée, avec le motif que je viens de rappeler dans la correspondance. Manque de connexion, je l'ai devant moi ici, mais je ne l'ai pas pu télécharger, mais c'est un peu aberrant et cela ne nous surprend pas. Et si la commission justice et paix de la conférence épiscopale a vu aussi sa demande d'accréditation refusée par des motifs que je ne qualifierai pas ici, on voudrait savoir d'où est-ce que la conférence a ses fonds. Et est-ce qu'on demande à tous ceux-là, est-ce qu'on demanderait à la CEDEAO de montrer où la CEDEAO va amener ses fonds, va prendre ses fonds pour amener la Cour constitutionnelle, on va leur demander. Et si la CNSC, de par le passé, avait eu à faire du monitoring, parce que souvent la CNSC fait du monitoring, je ne sais pas si c'est à des fins inavouées que la CENI sort un communiqué pour retirer son accréditation. Déjà, ça entache cette élection qu'on veut bien sûr transparente et à la fin apaisée, parce que apaisée est devenu un mot galvaudé où pour faire passer un projet, il faut mettre à côté apaisé comme le logo. Non, franchement, c'est pas fort appréciable. Oui, alors Abbas Issaka, on n'a pas fini la polémique née du refus d'accréditation au Conseil épiscopal Justice et Paix que la CENI vient de retirer l'accréditation
préalablement accordé à la CNSC pour le motif que le président de la CENI cite et que tu viens de rappeler. Comment comprenez-vous cela? Ouais, je pense que cette information est un peu compliquée parce qu'il faut reconnaître que la CNC a eu l'accréditation depuis quelque temps. Et la CNC s'est mise à former les observateurs de longue durée, les observateurs de piquet, c'est-à-dire les observateurs qui seront là le jour du vote. Sur place dans les bureaux de vote. Les observateurs de non-violence qui vont monitorer les violences sur le terrain. Donc plusieurs choses ont été faites. Ils ont organisé des séminaires de formation à l'endroit de ces observateurs qu'ils ont recrutés il y a quelque temps à Palimé et à Kara, je pense, et à Lomé également. Donc la formation s'est achevée la semaine passée. Je pense que c'est le samedi ou bien le dimanche, ou bien le lundi dernier plutôt, que c'est terminé. Et qu'au même moment, le lendemain, on leur retire l'accréditation. C'est que c'est incompréhensible, on ne comprend pas. Et on dit qu'il veut s'ingérer, il veut s'écarter de l'observation en voulant, selon l'explication qui est donnée par le président de la CENI, quand la CNC veut s'ingérer dans le processus électoral. Ce n'est pas la première fois que la CNC fait des observations, l'observation électorale. Ça fait des années, depuis 2007-2008, la CNC a toujours fait les observations électorales. Et en 2013 et en 2015, la CNC avec l'Institut Gorée avait institué quelque chose qu'on appelait au niveau de l'hôtel Sarakawa pour recueillir les résultats qui venaient des bureaux de vote. C'était un centre qu'ils avaient mis en place avec l'appui même de l'Union européenne. Et ça a bien passé, ça s'est bien passé en 2013 et en 2015. Et 2010 également. Mais 2013-2015, ça a été bien organisé avec l'Institut Gorée. Et cette année, on ne comprend pas pourquoi, à quelques jours, à quelques heures, je vais dire, de l'élection, alors que la CNC a déjà eu des moyens pour former les observateurs, recruter les observateurs, oui. On leur retire cet agrément. Voilà, donc nous apprenons que l'accréditation a été accordée à la CNSC le 28 janvier 2020. Comme Abbas le disait, ils ont recruté leurs collaborateurs, engagé des fonds, formés. Et puis, depuis, la lettre est signée depuis lundi, que la CENI leur retire son accréditation. Encore une fois, pour ce que le président Tchambakou Ayassor écrit, votre association est en train de s'apprêter à mener une activité d'ingérence dans le processus électoral à des fins ignorées, ce qui est bien contraire à l'objectif pour lequel elle a été accréditée. Sylvestre Béni. Quelles sont ces activités d'ingérence? Je crois que ça, c'est un refus arbitraire, il faut le dire. Parce que là, c'est pas motivé. Quand on nous dit pour des faits d'ingérence, normalement, une institution responsable doit au moins citer pour tel. Voilà pourquoi nous vous retirons l'accréditation. Mais quand on dit de manière très vague, et voilà, pour des ingérences soupçonnées, non. Je crois que cette CENI commence à sortir son vrai visage. Ça, il faut le dire. C'est parce que, d'ailleurs, s'il faut revenir sur la manière dont, du moins, l'accréditation a été refusée à la commission épiscopale justice et paix, au dernier sortie des évêques, les évêques ont bel et bien dit que dans le, du moins, c'est le bilan, dans le rapport bilan envoyé au ministre, il y a effectivement des lignes, des détails sur des détails chiffrés, sur les moyens. Mais, tout compte fait, le ministre a passé outre et on a pris une décision arbitraire, on dit non, d'accord, on ne veut pas quand même vous voir et observer donc le truc. Et la seule institution crédible qui peut encore faire et déployer donc des observateurs, faire un bon maillage du territoire, qui ont déjà commencé par mettre des piquets des observateurs dans les lieux, ou des coins et recoins donc du pays pour mieux observer, par un coup de bâton magique, on leur dit non, mes chers amis, vous ne pouvez pas parce que nous soupçonnons que, je vous dis, cette CENI commence à montrer son vrai visage. Je termine. Merci. Nous apprenons par indiscrétion que la CNSC s'apprêtait à déployer autour de 900 observateurs, aussi bien les mobiles que ce qu'ils appellent les piquets. Et les derniers événements sûrement
la CNSC, avec son partenaire américain, National Democratic Institute, le NDI, donc le NDI, des partenaires du NDI seraient arrivés le lundi dernier avec 14 ordinateurs qui devraient servir à la centralisation des résultats que les observateurs devraient envoyer. Ces machines ont été saisies à l'aéroport. Et Fabrice, c'est sûrement le pourquoi et le comment du retrait maintenant de l'accréditation. Oui, il faut dire que quand vous parcourez le communiqué que j'ai parcouru en diagonale tout à l'heure, puisqu'il vient de tomber, il faut dire qu'effectivement, il y a des soupçons. On soupçonne la CNC de quelque chose, mais de quoi ça n'a pas été clairement stipulé dans le communiqué. Je ne sais pas s'ils pouvaient le faire. Mais est-ce qu'il y a, on sent qu'il y a quelque chose. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'une accréditation soit donnée le 28 janvier. Aujourd'hui, on la retire. Qu'est-ce qui fait qu'on la retire? Je crois qu'il y a encore des non-dits et peut-être au fur et à mesure, on en saura davantage. Mais je voulais rebondir sur certains aspects évoqués par notre ami Donatien en ce qui concerne. Je ne sais pas s'il y a un enjeu autour de qui finance qui. Par rapport parce qu'il a parlé de la Cour constitutionnelle n'a pas dit qu'il la finance. Non, la Cour constitutionnelle est financée par le PNUD. C'est clairement signifié. La CEDEAO a un budget pour ça. Ce n'est pas seulement au Togo qu'elle observe. Elle observe partout en Afrique ou du moins dans la sous-région les élections. Mais maintenant, je sais pas, puisqu'il est un peu du domaine, peut-être, je suis en train de jouer un peu mon rôle de journaliste parce que j'ai saisi un élément. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de qui finance qui? Sinon, je ne comprends pas le parallèle entre... Le ministre a dit comme grief à l'encontre de la commission, c'est de savoir leur source de financement. Les 9000, il disait, est-ce que cette conférence peut avoir les moyens de payer les 9000 délégués? Non, mais l'Église catholique compte, je peux dire, 1 million, voire 2 millions, au-delà. Et si chaque paroisse... ça donnait à juste donner 5 ou bien 10 éléments, on pourrait faire cela bénévolement. Et donc, justement, la conférence des évêques a écrit par la suite que c'était des observateurs bénévoles qui ne devraient pas être rétribués. On veut cacher le soleil avec le petit doigt. Bien, voilà donc. Et puis pour ce qui concerne la centralisation des résultats, disons, des éléments envoyés par les observateurs, la CNSC l'a fait en 2007, en 2010, en 2013, en 2015. Ça n'avait pas été cause du retrait de son accréditation. Pourquoi ce que la CNSC a toujours fait lui vaut aujourd'hui retrait de son accréditation? Peut-être que les jours à venir, nous ferons savoir davantage. Si c'est pour parler des machines qu'on a bloquées, des ordinateurs qu'on a bloqué, qu'on dit que peut-être qu'il veut s'ingérer parce qu'il veut centraliser les résultats. C'est pas la première fois que la CNC c'est ce que je rappelais. Centralise les résultats. Parce que la CNC a créé un QG. Faire aussi des protèges d'intention. On a tous convenu tout à l'heure que rien n'a été dit clairement dans le communiqué. Pourquoi on suspend? C'est pour ça que j'ai rebondi sur l'élément de financement qu'a évoqué. Parce que ce n'est pas dit clairement que c'est pour les machines, on retire l'accréditation. Ça, c'est des supputations. Non, la CNC, disons, la CENI ne l'a pas dit. Ne l'a pas dit, oui. Mais Donc, c'est par indiscrétion que nous apprenons que des ordinateurs qui devraient arriver ont été saisis. Dans la mesure où il y a trop de si, je crois que on pourrait donc peut-être patienter et puis creuser davantage. Parce que moi, j'ai l'impression que notre ami Donatien a évoqué un élément qui m'a l'air important. Je ne dis pas que la vérité se trouve là, mais à la fin, nous tous on cherchera, on trouvera la CENI est une institution responsable, une institution nationale. Lorsque vous voulez retirer l'accréditation à la CNSC, je crois que vous devez motiver au moins il faudrait que votre lettre soit motivée. Pour telle raison. Voilà, nous avons fait des investigations pour tant. Et en fin de compte, là, vous prenez vos décisions. Mais ici, on dit, pour des trucs, on peut pas retirer une accréditation sur des soupçons. Là, c'est pourquoi je dis que c'est pas une institution, c'est une institution responsable et elle doit normalement motiver ce retrait-là. Mais ça n'a pas été l'élément. Les partenaires du NDI sont priés de quitter le Togo. Ceux qui sont arrivés avec les et ça attache déjà la crédibilité du scrutin. Maintenant, on prie diplomatiquement. Avant de finir, en réalité, la CENI a motivé, sauf que nous trouvons que c'est pas suffisant. Ils ont motivé, là, ils ont dit, c'est pas explicite, c'est pas suffisant. Ils ont dit que
Quoi, et qui c'est ingérence, le temps. Oui, mais c'est motivé. Sauf que la motivation ne convainc pas. Et c'est pourquoi je dis que c'est de l'arbitraire. Oui, c'est pour cela que je dis, c'est pour cela une chose est de motiver, une autre est que la motivation ne convainc pas. Moi, je ne trouve même pas ça comme une motivation. Parce que une institution, on doit, pour telle raison, monsieur, parce que tel jour, vous avez mené telle activité qui est contraire donc aux dispositions du code électoral, monsieur, tel, voilà. Et pour ces faits-là, nous vous retirons l'accréditation. Les informations qui tombent là sont en train de confirmer ce que la CENI a. En tout cas, si on revient à la correspondance de la CENI reproche à la CNSC qu'elle est en train de s'apprêter à mener une activité d'ingérence dans le processus électoral à des fins ignorées, ce qui est bien contraire à l'objectif pour lequel elle a été accréditée. C'est nos investigations de journalistes qui nous font découvrir. Faisons une fixation sur un verbe. S'apprêter. S'apprêter. Oui. On n'a pas dit que les gens sont déjà dans la réalisation des faits. Est-ce que le vote a commencé? Mais le vote n'a pas commencé. Merci. Le problème, c'est que les informations, dernières informations confirment l'ingérence là. Et le départ, le renvoi on demande aux gens de NDI de quitter le pays. On bloque les ordinateurs à l'aéroport parce que on est en train de soupçonner à la CNC de vouloir centraliser les résultats de votre statistique. Mais c'est normal. Ça, c'est une activité logique. C'est ça qui va faire rentrer les bulletins dans les urnes. Est-ce que c'est... Non, je rappelle... Je dis que c'est pas la première fois que la CNC fait ce travail. Nous connaissons bien la CNC. Ce que la CNC a toujours disposé des équipements du matériel pour centraliser les informations que les observateurs lui envoient sur le terrain. Cela a été fait en 2007 pour la législative, à la présidentielle 2010, aux législatives 2013, à la présidentielle 2015. Et pourquoi c'est cette année qu'on doit refuser? Et puis également, élément important, Monsieur Urobossi Chakondo, qui est quand même le rapporteur de la CENI, est un membre de la CNSC, est un membre influent. Merci pour le qualificatif. C'est la CNSC qui l'a proposé à la CENI. Eh bien, nous allons terminer rapidement avec votre revue de presse sur la campagne électorale, la campagne qui finit demain à minuit. Et Sylvestre Béni, votre journal, La Manchette, procède à une analyse des 2 semaines de campagne électorale. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans cet article, Sylvestre Béni? Oui, bon, rapidement, vous savez que la campagne finit demain. Donc, nous avons quand même pris soin donc d'analyser un peu les mouvements donc de tous les partis politiques. Et vous verrez, ça, je crois que ça saute aux yeux. On a vu que pratiquement UNI n'a pas eu de concurrence sur le terrain. Parce que pour la campagne. Je parle de la campagne et j'ai précisé que analyse des 2 semaines de campagne électorale. Donc je parle de la campagne. Donc et je disais que UNI n'a pratiquement pas eu de concurrent parce que de quoi ils disent qu'ils ont les moyens de l'État et puis ils ont raison. On a vu tout ce qu'ils déploient sur le terrain et tout. Et de l'autre chose, vous allez également remarquer que la cellule de communication donc de ce parti, il est vrai, a fait aussi un travail remarquable. Aujourd'hui, à cette ère donc de réseaux sociaux, ils ont tellement inondé les réseaux sociaux avec les instants de fort et tout, ce que les autres n'ont véritablement pas eu donc de moyens de le faire avec des thèmes et tout. Donc de l'autre côté, du côté donc de l'ANC, nous nous sommes demandé si c'était véritablement opportun que l'ANC commence au même moment sa campagne que Unir dans le Nord. Parce que vous verrez que presque la campagne de l'ANC a été noyée aussi avec ces faits-là donc d'interdiction donc de perturbation de son meeting. Et normalement l'ANC devait être dans l'anticipation parce que la plupart donc des cadres de Unir sont donc presque sont donc de la partie septentrionale du pays et pour être mieux cotés du côté... les cadres d'UNI sont de partout. Je dis la plupart, je parle français, je dis la plupart sont donc de la partie nord du pays et pour être mieux cotés donc pour le prince, donc ils vont justement poser des garçons. Merci. Donc, la dépêche aussi fait l'état des lieux de la campagne et pour la dépêche, le candidat d'UNIR est conquérant. Jean-Pierre Fabre est combatif, Agboyome Kodjo est volontariste, et puis le peloton de queue,
vous situez ceux qui sont dans le peloton de queue. Mais la dépêche trouve quand même que le suspense demeure au soir du 22 février. Le libéral, lui aussi, nous parle de la campagne. Fort Nyasingbe, bien parti. Fabre, Agbeyome, Gogué, la bataille pour le podium. Wolu, Tchassona, Kouessan, Garo dernier. C'est ce que vous écrivez, Fabrice. Oui, un peu dans la même logique, la dépêche pour dire qu'effectivement, sur la base de la campagne électorale, on a vu quand même que Unir, ou du moins le candidat d'Unir, a eu une longueur d'avance en ce qui concerne la présence sur le terrain, et je l'ai comparé un peu à la Première Ligue, le championnat d'Angleterre où Liverpool est très loin derrière ses concurrents, nombreux points les dépassent. Et puis bon, ça peut se justifier, hein. On sent que le candidat d'Unir avait plus de moyens que les autres. Pas avec Bon, puisque je suis un peu dans la fin de la campagne, a plus de moyens que les autres. Les moyens de locomotion, ce qui est visible. C'est-à-dire qu'au même moment où, en 2 ou 3 tours avec l'hélicoptère, il est dans plusieurs zones, c'est à ce moment les gens démarrent avec les pannes un peu partout, parfois du carburant qu'il faut prendre où il n'y en a pas dans certaines stations et autres. Donc sur ce point, le combat, il n'existait pas. Et donc du coup, au-delà de ça, il y a aussi l'organisation du parti, où qui s'est beaucoup reposé sur ce qu'ils appellent généralement leur cadre. Et vous allez voir que chacun est pratiquement rentré chez lui. Et ils étaient dans tous les coins et recoins, ce qui n'était pas le cas pour des partis qui se reposaient juste sur des délégations. Merci Fabrice. Faute de temps, je vous coupe dans votre élan. À ce jeu-là, la lanterne écrit « Devinez qui sera élu le 22 février ». Ce à quoi Dunia Le Monde répond que le coup KO se précise. Alors, Donatien, vous voyez un peu un coup KO le 22. J'aimerais dire à tous ces apprentis politiques que en politique, tout rien n'est acquis par avance. On ne peut pas partir pour savoir ce que l'électorat togolais pourrait donner au soir du 22. Donc, vous situez un peu comme la dépêche. Oui. Vous voyez quand même un certain suspense. Oui, il y a un suspense. Eh bien, nous verrons cela, mais le journal, le dialogue, trouve que le candidat uni a le vent en poupe. Innova Africa lui écrit une posture annonciatrice d'une véritable débâcle pour les candidats de l'opposition. Vous écoutez en fond sonore le téléphone qui sonne déjà. Ça veut dire que les auditeurs sont impatients et jaloux de leur temps d'antenne. Eh bien, nous allons leur satisfaire le temps que nous respirions un peu et puis nous allons les écouter. 23.5 Canal FM. Eh bien, c'est déjà parti avec la partie inclusive avec l'ami Pelé. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Pelé, parlez fort s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous. Ouais. Bon, moi, je voulais bondir sur la question de la crédité des observateurs. Oui. Oui. D'abord... éloignez un peu votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'abord, on nous a interdit, ou bien on nous a dit que les catholiques ne peuvent pas... C'est pas les catholiques, c'est le Conseil épiscopal justice et paix de l'Église catholique. Alors, tu as employé le mot catholique. Donc, si le gouvernement demande aux catholiques où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent, vous voyez que... Est-ce que... Bon, je ne sais pas comment je vais... Bon, cher ami Pelé, nous avons déjà largement débattu de ce sujet-là. Oui, je bondis aussi que quand on demande que ces gens-là ne doivent pas arriver pour observer les élections, c'est parce qu'on sait que M. Kodjo est à bord. Kodjo est à bord de quoi? Kodjo est à bord de quoi? Et de qui? Il est à bord. De qui? De quoi? Il est en campagne, il est en pré-campagne, il doit gagner les élections. Ah, ok. Donc, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui sur les terrains concernant les campagnes, RPT peut gagner les campagnes, mais il ne gagnera pas les élections. Merci et beaucoup. Il ne gagnera pas le pouvoir. Merci. Tout ça, nous verrons pour les résultats, le déroulement du scrutin et surtout les résultats que nous donnera la CENI. Johannes, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Oui, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Tout d'abord, par rapport au dossier santé, vous disiez, Fabrice disait entre-temps que sous d'autres cieux, on n'aura pas visité aux malades. Bon, je ne sais pas de quel cieux parlait, mais bon, je me demande, le malade, ça se fait partout.
dans n'importe quel pays. Sûrement, il voulait parler de l'Occident. On a perdu Johannes, je ne sais pas comment, mais Gadiachon a dit, d'abord, l'ami voulait savoir sous quels yeux on n'est pas autorisé à rendre visite à ses parents à l'hôpital. Non, mais je pense que c'est Fabrice qui soutenait le fait que, bon, il y a... Je pense que c'est un autre côté du débat où il faut aller forcément pour que on voit que vous avez rendu visite à un patient. Peut-être le côté, ce n'est pas sincère, quoi, est-ce que vous voyez. Le côté, m'as-tu vu? Voilà, m'as-tu vu, c'est ce que Fabrice disait. C'est vrai que sous d'autres cieux... c'est les cieux là qui intéressent notre ami. Ouais, sous d'autres cieux... Moi j'ai eu des expériences. Oui, on va pas donner des pays, mais on sait exposer ma vie privée, mais j'ai eu quand même des situations où j'ai eu des parents malades qui étaient en Occident, qui ont voyagé avec des gens, mais qui étaient seuls dans la salle d'hospitalisation. Ouais. Et même la personne qui accompagne le malade était obligée de résider dans un hôtel. N'allez pas loin. Ici à Lomé, il y a des hôpitaux. Hein? J'y ai amené des parents très proches, mais je n'ai jamais eu accès à la salle du malade. C'est vrai que la solidarité africaine est bien, mais le malade a besoin de repos. Et avec également les conditions qui sont propres à chaque hôpital. L'auditeur suivant, Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sad, bonjour. Oui. Et moi, c'est une question qui me préoccupe là. Allez-y. Et quand vous êtes malade là, pourquoi ils ne vous autorisent pas d'aller le voir? Je vous suis mal. J'ai dit, oui. Si vous avez un malade, vous amenez un malade à l'hôpital, surtout au CHU ici, et vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur avec le malade. Est-ce que ça là c'est bon? Vous êtes médecin, vous? Ah non, moi je suis un simple citoyen. Alors, si vous avez transporté votre malade depuis la maison jusqu'à l'hôpital, c'est parce que vous ne pouvez pas le guérir et vous l'avez amené aux gens, aux personnes qui savent le faire. Oui, ce qui paraît bizarre, un jour, c'était en 2012, j'ai amené mon frère aux réanimations. Bon, c'était au bloc opératoire. Oui. Après le bloc opératoire, on l'a amené aux réanimations. Là, on ne nous a pas autorisé d'aller voir ce qui se passe. Mais vous voulez faire quoi dans la salle de réanimation, Sylvain? Non, il y a quelque chose qui a accroché le jour là qui ne m'a pas plu. C'est pourquoi je demande pourquoi on ne nous autorise pas d'aller voir le disons malade. Que malheureusement, je suis passé par là moi-même. Si vous avez quelqu'un en salle de réanimation, c'est que la personne est entre la vie et la mort. Donc, faisons un minimum de confiance aux médecins pour qu'ils sortent notre malade et que la personne revienne plutôt à la vie. Moi, c'est que mon frère est parti, c'est pourquoi j'ai pas compris. Toutes nos condoléances, mais c'est un peu la vie. L'auditeur suivant, bonjour. Fernand, bonjour. Oui, bonjour, Sam. Oui. Et je voulais faire une analyse objective. Allez rapidement. Oui, et c'est par rapport à la CNSS. Oui, à la CNSS. J'ai écouté votre confrère Fabrice qui a dit des choses et je ne suis pas d'accord. C'est votre droit. Puisque quand la CENI n'a pas précisé tous les éléments, ils ont dit des soupçons. Donc, en tant que journaliste, il fallait s'en tenir à cette observation. C'est pourquoi je salue son ami qui a mis un peu quand même des réserves dans son observation. En tant que journaliste, il faut beaucoup faire attention en cette période pour éviter, de prendre position sur des sujets donnés, étant donné qu'on n'a pas tous les éléments d'appréciation. Merci. Et puis aussi, c'est une observation et par rapport à l'accréditation qu'on devait donner à l'Église catholique. Et il a dit, Fabrice, je crois bien que l'Église catholique, il y a des partisans qui cotisent. Moi, je suis catholique, mais nous n'avons jamais mené des cotisations pour une observation électorale. Donc, c'est ces observations que je voulais faire. Merci. Et en ce qui concerne les forces de l'ordre et de sécurité, peut-être que c'est un problème que les Togolais ne veulent pas avancer, mais il y a une sociologie, quand on prend depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, qui montre comment les forces de l'ordre sont constituées au Togo. Et en tant qu'analyste politique, je pense qu'il va de bonne guerre que ce que nous constatons aujourd'hui, que nous puissions le constater. Donc voilà un peu ces observations que je voulais faire sur l'émission. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Fabrice, vous lui répondez pour ce... Bon, je crois que quand vous suivez les émissions, il faut être très attentif pour ne pas prêter
des intentions à des gens. J'ai jamais dit ici que les catholiques cotisent pour qui que ce soit. Je crois que c'est notre ami Donatien qui parlait de catholiques. J'en ai pas parlé ici. Et puis, secondo, s'il lit bien le communiqué de la CENI, c'est mon confrère qui parlait de soupçons. Le communiqué de la CENI ne parle pas de soupçons. C'est pour cela que je disais, ils ont motivé, mais une motivation qui apparemment ne convainc pas. Et qu'il fallait aller chercher vraiment les vraies motivations. Et je dis, moi, je rebondissais plutôt sur l'aspect financement de l'organisation que M. Donatien relevait. Sinon, je n'ai jamais pris position ici. C'est mon confrère plutôt qui a parlé de soupçons de la CENI. Et la CENI n'a jamais parlé de soupçons dans son communiqué. La CENI a parlé de l'organisation qui s'apprêterait à s'ingérer dans le processus. Et voilà un peu en Et ce sont nos investigations de journalistes qui ont fait trouver que la CNC compte un partenaire, notamment le NDI, qui devait venir avec des personnes et des matériels, matériel saisis à l'aéroport. Les personnes de NDI priaient de rentrer chez eux. Donc pour finir, je veux bien recevoir des leçons, mais aujourd'hui c'est raté pour lui. Merci beaucoup. Armel qui est en ligne, bonjour. Bonjour, ça fait. Oui. Comment est-ce que vous allez? Ah, comme vous nous suivez. Ah, d'accord. Bonjour, vos amis, vos confrères. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Moi, ce que je vais parler, je ne comprends plus les journalistes. Les élections passées, législatives passées, Jean-Pierre Fabre, disant la C14, avait refusé d'aller aux élections. C'est vous, les mêmes journalistes, qui avez dit qu'il a mal fait, ils ont mal fait, qu'ils devaient au moins aller. Mais cette fois-ci, ils ont accepté d'aller, sachant bien que les choses se passent très mal. Mais vous les critiquez encore. On ne comprend pas ça. Eh bien, Sylvestre Béni, en français facile, expliquez ce que nous, à notre ami auditeur, ce que nous allons dire sur le cas Jean-Pierre Fabre. Bon, cher ami, en réalité, nous ne critiquons pas Jean-Pierre Fabre, mais nous prenons la déclaration de M. Fabre, c'était que les élections ne sont pas crédibles. Mais sauf que ils iront. Et nous disons que le fait donc de dire que les élections ne seront pas crédibles, ça peut toutefois démobiliser les électeurs. Donc si déjà on ne voit pas peut-être le résultat au bout, à quoi bon y aller? En réalité, c'est ce que nous disons. Merci beaucoup. Au suivant en ligne, bonjour. L'auditeur suivant, c'est Mathieu. Oui. Mathieu, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Comme vous nous écoutez. Merci pour tous les efforts. Je vous en prie. Ma contribution, c'est à propos de la campagne présidentielle. Oui. Quand d'aucuns disent que le pouvoir monopolise le peuple, moi je me dis que c'est une curiosité pour les gens d'aller voir leur bureau. Ce n'est pas pour aller écouter quoi que ce soit, c'est pour voir comment est bâti le bureau, comment il est. C'est tout, c'est seulement cette curiosité. Juste par curiosité. Juste par curiosité. Okay. Connaître leur bureau. Ok. Oui, si je dois encore augmenter quelque chose, je dirais que le fait que les 43 millions ne sont pas remis aux autres candidats est une preuve que le pouvoir a trop peur. A peur de qui? A peur surtout d'Aboué Mokodo. Ils ont trop peur de lui. Je me demande pourquoi. Et la solution, je dirais ils savent qu'il connaît la maison. Et que les pots de bananes qui vont déposer par-ci, par-là, à Bouémé, il a habile, il connaît tout ça. Les tricheries qui vont s'organiser, il connaît tout ça. C'est juste pour ça qu'ils ont trop peur. Ok. Merci. C'est le point de vue de l'ami auditeur Abbas. On va dire no comment pour notre part. No comment, c'est son avis parce que lui c'est... No comment. Merci beaucoup. Comme l'avis, bonjour. Bonjour les invités. Oui. J'interviens au sujet de la non-accréditation de la CLC. Le retrait de l'accréditation. Le retrait, effectivement. Mais ce que la CENI vient de faire, ça démontre déjà qu'il est en train de se décrédibiliser parce que c'est une institution que lui-même crie à tout moment que les élections seront transparentes et crédibles. Voilà aujourd'hui. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait déjà que cette élection-là n'est pas jouée d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est en train de préparer une fraude. Mais cette fraude-là ne va pas réussir. Parce que cette fois-ci, le peuple togolais est déterminé. Et vous allez voir le samedi matin,
comment les gens vont sortir pour aller voter. Merci, mais quand même, ne tirons pas de conclusions hâtives. Hein. La CENI vient de retirer l'accréditation de la CNSC, la même CENI qui communique abondamment sur la transparence qu'elle veut faire observer durant tout le processus. Fabrice, je pense que on devrait éviter de faire confusion et tirer des conclusions un peu trop hâtives. Oui, en fait, beaucoup de Togolais ont des préjugés défavorables sur des gens. Bon, ça ne nous empêche pas de dire ce que nous on a en tête. Moi, j'ai bel et bien dit dans ce studio que la CENI a sorti un communiqué, franchement, que tout le monde a sous la main. Elle a donné un motif pour lequel elle retirait l'accréditation à l'institution, sauf que ce motif-là n'a pas l'air de convaincre des gens et qu'il faut fouiller voir quelles sont vraiment les vraies raisons qui ont motivé. Je ne sais pas si quand on le dit on a tué Jésus ou quoi. En tout cas, merci beaucoup, l'ami Kwame en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Merci. Bon, je voulais dire, l'initiative du président de la CENI, que les gens critiquent. Qu'est-ce qui se passe pour que les gens nous quittent comme ça? Michel, est-ce à votre niveau ou bien depuis chez eux? S'il vous plaît. Oui. Oui, ça c'est bonjour. Bonjour, c'est Didier. Didier. Oui. Ok. J'ai deux observations à faire concernant les gardes du président qui portent des tricots forts et puis l'armada des militaires qui a acclamé le président lors de sa désignation. Fabrice n'a pas fait d'observation. Et puis, je voulais vous demander aussi, en principe, s'il y a un corps qui doit demander à ne pas voter pour le président fort, c'est les journalistes. Parce que vous avez pendant 15 ans, une seule fois, il vous a appelé, il vous a fait des interviews. Il vous nague, il vous considère même pas. Mais quand il va à Jeune Afrique, aux journalistes sérieux, il parle beaucoup, il les donne des interviews. Mais à vous qui les défendez ici, là, ma question va poser à Fabrice, hein. Il vous considère même pas. Mais pourquoi vous l'appelez pas à voter contre lui? Et puis, secondo, je voulais demander à M. Fabrice, les 100 plus du président en 2015 là, il doit y avoir des stades. Mais est-ce qu'il peut me donner le nom du stade qui a été construit pendant ces 5 ans dans son village ou bien dans sa ville? Merci Fabrice, puisque les questions vous ont été adressées. Ce n'est pas mon rôle d'appeler à voter pour qui que ce soit ou de ne pas voter qui que ce soit, donc qu'il aille chercher ceux qui peuvent le faire. Et secondo, je n'ai pas fait d'intervention sur les histoires de militaires en t-shirt et autres, parce que ça ne m'a pas donné la parole. Sinon, je ne manque pas de mots, hein, rassure-toi. Je n'ai pas froid aux yeux non plus. On m'a pas donné la parole, je ne force pas à la prendre. Sinon, si tu me donnes la parole, je dirai ce que... Maintenant, je vous la donne la parole. Oui, Fabrice. Alors, quelqu'un a envoyé des images dans son journal. Le confrère a balancé des images. Il estimait, je ne sais pas, peut-être qu'il a reconnu forcément l'identité de ceux qui étaient derrière. Mais quand on voit la proximité de ces deux gars, on sent que s'ils ne sont pas s'ils ne font pas partie de la garde rapprochée du chef de l'État, ils ne peuvent pas être à cette distance. Maintenant, pourquoi ont-ils mis des t-shirts unir en bas et en mettant le costume dessus? Je crois qu'effectivement, si dans leur rôle, s'ils étaient là, s'ils sont envoyés par l'État, naturellement derrière un chef d'État qui est encore en exercice, ils ne devaient pas le faire. Et je crois que peut-être c'est ça qu'ils voulaient dissimuler en mettant le costume dessus, mais malheureusement, le logo les a trahis et tout cela et autres. Et donc, sur ce point, je crois que chacun joue son rôle. C'est pour cela aussi, je ne sais pas dans le code militaire qu'est-ce qui est dit. C'est pour cela, tous ceux qui m'ont vu sur les lieux de campagne, j'ai jamais mis des t-shirts d'un parti politique parce que la HAC l'interdit, pas la HAC, mais les tests l'interdisent. Maintenant, entre l'habit qui fait le moine et ce que les gens ont en tête, je crois que t-shirt ou pas, comme quelqu'un l'a dit, peut-être que certains ont mis des t-shirts pour aller voir le bourreau, je n'en sais rien. Par curiosité. Oui. On va finir avec l'ami Kokou, bonjour. L'ami Kokou? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sall. Oui. Et je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voulais poser une question d'abord à monsieur Gadiel. Oui. Concernant l'article qu'il a mis aujourd'hui, il a donné des choses qu'on peut utiliser pour certaines maladies. Et ce matin, il était sur Radio Victoire, le journaliste disait que l'éjaculation précoce fait plutôt mal aux femmes. Je voudrais savoir, est-ce que c'est aux femmes seulement que ça fait mal ou bien l'homme aussi peut... Vous-même, vous souffrez d'éjaculation précoce?
Eh bien, Gadiel, répondez-lui. Je n'ai pas terminé. Ok, terminé maintenant. Maintenant, concernant l'accréditation pour l'observation des élections, est-ce que on veut ramasser des gens qui seront en complicité des fraudes ou bien on veut faire une élection transparente? Ma question que je Merci. Les confrères vont vous répondre. Mais commençons par Gadiel. L'éjaculation précoce, ça fait mal à qui? Non, ça fait mal au couple. Est-ce que vous voyez concrètement, ça fait mal à l'homme et à la femme. Oui, ça fait mal à l'homme et à la femme. Donc, il n'y a pas épanouissement sexuel. Donc, il y a une recette dans l'article pour aider les hommes qui sont dans cette situation d'éjaculation précoce. Merci. L'ami Kokou, si cela vous arrivait, eh bien, vous souffrez et votre partenaire aussi a mal. Maintenant, la réponse est explicite. Maintenant, la dernière question de notre ami Kokou, Sylvestre Béni. C'est la problématique de l'accréditation non accordée ici, retirée là-bas. Alors, est-ce qu'on veut vraiment combattre la fraude? Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la CENI a intérêt à rassurer les Togolais. Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine confiance au début. Mais la manière dont les choses se passent aujourd'hui peut déjà jeter donc du discrédit, des suspicions sur l'institution. Déjà, il y a l'Union européenne qui a dit qu'il ne va pas envoyer d'observateurs. Il y a la commission, l'ONU non plus, la commission justice et paix ne sera pas là. Voilà que la CNSC aussi n'y sera pas. Maintenant, qui seront les observateurs? Bon, je crois qu'il y a la CEDEAO qui a dit qu'il va envoyer 50 personnes, tout ça. 50 personnes, c'est peu. Mais la Cour constitutionnelle déploie près de 4000. Je crois également la CNDH également va envoyer des observateurs. Vous voyez, ces institutions n'ont pas bonne presse au niveau des Togolais. Auprès de vous? Non, je parle des Togolais. Je parle des Togolais. Donc, vous savez, quand on parle de la Cour constitutionnelle, du fait donc du passé de la Cour constitutionnelle, les gens ont des appréhensions. Quand on parle de la CNDH, la CNDH avec l'histoire de Kofi Nkoute là, ce n'est plus la CNDH. Une histoire vieille. Non, mais ça a entaché la crédibilité de l'institution. Donc tout ça là, ça ne fait ni foi ni chaud au Togolais. Vous, Donatien Aweso? Quand c'est bon, on doit le dire. Quand c'est mauvais, on doit le dire aussi. Et c'est dans ce même studio, je crois, un mercredi, on avait eu à apprécier la CENI qui a voulu rôder les machines avant de commencer les locales. La CENI a voulu rôder les machines pour voir si ça travaille ou bien ça ne travaille pas, pour pallier aux mots qu'il y avait eu au niveau des législatives. Au problème technique. Oui. Et maintenant, pourquoi elle se met sur ce sentier rocailleux ainsi en refusant des accréditations? Mais juste précision, c'est le ministère de l'administration territoriale qui a refusé l'accréditation au Conseil Justice et Paix, mais c'est la CENI qui vient de retirer l'accréditation à la CENI. C'est un flou kafkaïen où on ne sait pas qui organise réellement les élections. Est-ce le ministère de l'administration, comme le stipulait la Constitution de 92, c'est la CENI qui organise. Mais soyons sérieux, il y a quelqu'un qui est derrière qui tire les ficelles. Et c'est qui? Non, allez chercher. Suivez mon regard et vous. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Beaucoup d'interventions sont revenues sur ce problème-là d'observation, de crédibilité, de transparence. Oui, effectivement, parce que les gens sont inquiets par rapport à cette élection, à la transparence des élections. C'est pour cela que cette question revient sur toutes les bouches des intervenants. Puisque la confiance qu'on cherche entre les Togolais, c'est ça qui fait que aujourd'hui les gens doutent de cette... Merci. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Et le temps juste de recueillir très rapidement vos cartons. Gadiel Tchonyadi. Bon, carton vert au peuple togolais, parce que samedi c'est un événement important. Donc... que chacun joue son rôle dans le respect de son prochain et que le Togo gagne après le 22 février. Merci. Abbas Issaka. Je donne un carton vert à la FOSEP qui de temps en temps arrive à maîtriser les ardeurs de certains militants des partis politiques qui empêchent d'autres
de se retrouver pour parler à leur militant. Merci. Fabrice Paton-Pédiezi. Je donne également un carton vert à la FOSEP et aux 7 candidats. Bref, tous ceux qui sont allés sur le terrain pour la campagne par rapport au traitement réservé aux journalistes, parce que par le passé, vous aurez eu déjà des alertes. Tel journaliste a été brutalisé ici, a fait ci. Pour l'instant, on n'a pas vécu cette situation. Et pour ça, je donne un carton vert à la FOSEP et à toute la classe politique mêlée dans cette élection. Merci. Béni Sylvestre. Non, moi, je n'ai pas de carton. Mais si vous voulez, je voulais juste placer un mot sur notre article en ce qui concerne les ex-agents de Togocom. Qui hier ont organisé donc une assemblée générale et qui accuse donc la ministre d'être à la manœuvre. Parce que avant que les gens ne partent, il y a quand même des dispositions qui ont été prises donc de leur donner de l'argent sur les prélèvements et sur leur salaire. Il faudrait quand même qu'on leur retourne sur la main. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Merci. Donc, cet article de la manchette des ex-agents de Togo Télécom qui dénoncent des manœuvres de la ministre Sina Lawson Donatien. Oui, on n'a pas de carton, mais juste une observation. Oui, très rapidement. Au niveau de la RAC, je félicite la RAC pour le débat qu'il a eu à instaurer pour que les candidats puissent s'exprimer, mais avec cette brèche où on n'a pas insisté à ce que les candidats eux-mêmes puissent venir. C'est tout ce qui ne m'a pas plu. Il faudrait que les candidats eux-mêmes puissent venir faire face au micro. C'est ce qu'on voudrait. Merci. Si tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient, la terre brillerait comme un soleil. Merci à vous aussi ici au plateau. Merci également à nos amis qui co-animent avec nous depuis là où ils sont. C'est fini pour aujourd'hui, mais la messe sera au rendez-vous demain, jeudi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.